Il va falloir lui dire de venir dire quelque chose. Sinon, Mais c'est ce qu'on attend, puisque pour l'instant, il n'y a personne. Je pense qu'ils ne nous entendent pas. Donc là, nous sommes en direct de Brazzaville avec les jeunes du groupe Ras-le-Bol qui mènent des actions de sensibilisation par rapport au Covid-19. Et nous avons donc un plateau constitué de plusieurs personnalités résidant en France et dans d'autres pays d'Afrique qui accompagnent cette action. Et avec donc bien sûr une référence médicale qui va nous accompagner cet après-midi, c'est le docteur Bienvenu Victor Nzamba. Voilà, donc on va vous remettre un peu dans l'ambiance de Brazzaville. Voilà, on est toujours à Brazzaville. ou n'ont pas la parole peuvent muter le micro. Tu peux couper les autres micros là. Alors, qu'est-ce qui va nous dire quelque chose? Là, on attend toujours. Hein. Pour l'instant, personne n'intervient. Pour le moment, il a commencé. Il n'y a pas le numéro de quelqu'un sur… On essaie de les appeler sur place, mais ils sont tous en train de refuser les appels. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de les appeler encore. Moi, j'essaye d'envoyer un message dans le groupe afin que l'un d'entre eux puisse prendre la parole. Et donc, on va attendre. On peut y aller. Non. Je pouvais parler. Bon, le temps qu'ils ne prennent la parole, je pense qu'on peut commencer. On va commencer. Avec le docteur, avec l'un d'entre eux, comme ça, on peut avoir leurs images et en même temps commenter. Très bien. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous avez vu donc ces images. C'était un live spécial que nous vous proposons. Nous sommes là en direct de Brazzaville, puisque vous le voyez, une campagne de sensibilisation
au Covid-19 mené par les jeunes du groupe Ras-le-Bol. Vous avez sur le plateau donc d'autres personnalités de France et d'ailleurs qui vont au fur et à mesure se relayer pour prendre la parole. Alors, le temps juste que vous les voyez arriver. Il est vrai qu'en ce moment, on a de gros problèmes de réseau ici en France, mais bon, nous allons faire de notre mieux pour vous faire vivre en fait ce qui se fait actuellement du côté de Brazzaville, puisqu'ils sont précisément à Brazzaville. Je ne peux vous dire dans quel quartier. Alors, nous avons donc comme référent pour ce plateau le docteur Bienvenu Nzamba. Bienvenue Victor Nzamba. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Sirmakosso. Voilà, sur ce plateau, donc plusieurs personnalités qui interviennent au fur et à mesure, notamment une bonne partie de ces hommes sont en France et nous avons donc du côté du Burkina, Martial Panouti. Alors, on va peut-être demander à Noël de pouvoir nous rejoindre dès que possible afin que tout se passe bien. Donc, vous verrez avec nous ces images, une partie de Brazza. On essaie, dans la mesure du possible, de passer ce direct, mais on va déjà caler ici. Alors, docteur, ce que vous voyez en ce moment, ces images que vous avez vues du côté de Brazzaville, est-ce que ça fait partie aujourd'hui des actions qu'il faut mener afin de sensibiliser la population, docteur Bienvenu Nzamba? Bon, il faut dire que je ne vois pas très bien les images. Par exemple, j'ai vu le lavage de mains, mais je n'ai pas vu de savon. On ne doit pas se laver les mains rien qu'avec de l'eau. Il faut qu'il y ait du savon. Et ça, je n'ai pas vu. Je vois certaines personnes porter des masques et d'autres non. Je vois des contacts, enfin disons la proximité entre les personnes qui ne dépassent pas 1 mètre. Voilà, donc il faudrait que je revoie encore. Alors là, je suis en train de voir des images, mais qui sont figées. Voilà, c'est ça. C'est un peu la difficulté qu'on a en ce moment avec Brazzaville. Les images ne sont pas très stables. Allez-y, docteur. Mais enfin, quand même, sur cette action de sensibilisation, même si là, c'est vrai que quand on va les avoir, ils pourront nous donner plus d'éléments pour bien comprendre exactement s'il y a du savon quelque part ou qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils transmettent comme message. Bon, alors, ce que je voudrais dire, qu'à cela ne tienne, se laver les mains, ça ne veut pas dire mettre les mains dans l'eau. Non, ça veut dire prendre du savon, se laver les mains avec du savon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la distance qui doit séparer 2 personnes doit être idéalement d'1,5 mètre, voire 2 mètres, mais en tout cas 1 mètre à 2 mètres. 1 mètre, c'est assez bien. 1,5 mètre, c'est bien. Et 2 mètres, c'est encore mieux. Ça, c'est la distance qui sépare les personnes. Maintenant, si quelqu'un doit éternuer ou bien tousser, c'est en ce moment-là, en principe, qu'on libère les virus. Les virus qui se trouvent dans des gouttelettes de salive. Donc, si quelqu'un doit éternuer ou tousser, il faudrait qu'il fasse ce geste-là. Et s'il a son masque, c'est encore mieux. Ça veut dire que tout va rester dans le masque. Mais s'il n'a pas de masque, il doit faire ce geste. Il est mieux de faire ceci que de mettre la main. Parce que souvent, c'est la main qui va au contact de beaucoup de choses. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc là, nous avons parlé de la distance et nous avons parlé du lavage des mains. Maintenant, je vois là aussi que vous avez des seaux. Ça veut dire que vous n'avez pas de l'eau en permanence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pompe, de robinet. Alors, donc, vous devez avoir des solutions hydroalcooliques. C'est-à-dire, le fait que l'eau soit rare, eh bien, de temps en temps, vous devez vous désinfecter les mains avec cette solution hydroalcoolique. Voilà. C'est vrai que je dis souvent qu'il ne faut pas exagérer avec la solution hydroalcoolique qui peut abîmer les mains,
Mais si vous êtes dans une situation où il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé d'utiliser tout le temps cette solution hydroalcoolique. Voilà un peu. Maintenant, j'aimerais bien que vous me posiez des questions au fur et à mesure. Hein. Là, je pourrais être plus utile à mon avis. D'accord. Alors, on va donc maintenant, ça va être un jeu de questions-réponses. Juste en attendant que les uns et les autres interviennent, on va peut-être donner… Ah bah, on a vu que Martial Panucci n'est plus là. Les autres sont en France, peut-être prioriser Martial Panucci qui est un peu plus loin. Martial, est-ce qu'il y a des questions à poser au docteur ou un avis à donner par rapport à ce qu'on voit ou sur la maladie en elle-même? Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la parole exactement. Également plutôt, bonjour docteur. C'est bien ce que le docteur vient de mentionner tout à l'heure, c'est très important parce que ce sont des gestes qui aujourd'hui permettent vraiment de briser la chaîne de contamination. Mais j'aimerais juste rappeler qu'en fait, l'action qui est en train de se faire en ce moment sur Brazzaville et qui va au courant de la semaine prochaine s'étendre sur Pointe-Noire et d'autres localités où nous avons des membres, c'est surtout une action de sensibilisation parce qu'il y a pas mal de populations, des gens au milieu de la population qui ne prennent pas la question assez au sérieux. Donc, il s'agit d'une action de sensibilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas un robinet en permanence. Et c'est très important ce que venait de dire le docteur tout à l'heure, du fait qu'il faut plutôt utiliser des solutions hydroalcooliques si on n'a pas d'eau en abondance, ce qui est le cas au Congo. Ce n'est pas partout où on peut trouver de l'eau qui coule dans les robinets. Donc, c'est plutôt une action de sensibilisation afin de montrer ces gestes-là. Vous voyez qu'ils ont des prospectus. Et c'est afin d'apporter le message aux populations parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas très au courant de ce qu'il faut faire comme geste pour éviter soit de propager. Donc, si j'ai une question à l'endroit du docteur, j'aimerais savoir ce qui se fait en ce moment au niveau où lui il se trouve. Est-ce qu'il y a assez d'informations? Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent venir en cas de problème afin d'essayer d'avoir d'autres informations? Voilà ma première question. Docteur Nzamba. Alors, c'est une question qui m'est posée? Tout à fait. Bon, mais je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est à Brazzaville, là-bas, qu'il faut voir avec les autorités sanitaires où est-ce qu'il faut aller pour prendre des informations. Moi, tout ce que je peux faire ici, c'est vous donner des informations concernant la maladie, toutes les informations. Donc, vous parlez de ce virus, vous parlez de la contamination, comment elle se fait, et vous parlez aussi des symptômes de la maladie et du traitement. Moi, ça, je peux faire. Maintenant, où est-ce qu'il faut se rendre à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour avoir des informations? Là, évidemment, je pense qu'il faut devoir avec le ministère de la Santé ou avec la primature, parce que c'est le Premier ministre qui pilote, je crois, le groupe ou bien les experts qui conduisent la riposte contre ce coronavirus. Maintenant, je vais quand même vous parler de cette maladie, si vous le souhaitez, à moins que vous ayez d'autres questions plus voilà. urgentes. On va peut-être prendre les questions au fur et à mesure, docteur. Peut-être qu'il y a des questions plus précises sur certains aspects. Celui qui veut parler, il peut décocher son micro, hein, comme ça il enlève son micro directement pour qu'on garde l'image de Brazzaville. D'accord, mais moi je suis Marvel Nkouka, donc militant du mouvement Ras-le-Bol ici en France. Et par rapport aux images que nous voyons là en direct, que je suis en train d'observer, je me dis personnellement, c'est un point de vue personnel, déjà nous avons assisté il y a quelques jours, le gouvernement venait de mettre en place un certain nombre de mesures. Mais là, par rapport aux images que je vois, en fait, c'est des images personnellement qui me choquent parce que je ne vois pas
le minimum, c'est-à-dire que le minimum des gestes barrières ou même de la distance de sécurité entre les personnes, la distance d'1 mètre déjà n'est pas respectée. Et quand on sait que nous avions 4 cas au Congo-Brazzaville actuellement, et que même en France d'ailleurs, ça a commencé par un cas et après les cas se sont proliférés. Aujourd'hui, on est à plusieurs cas déjà. Moi, j'ai un peu peur. Et là, c'est ma question, pas directement au docteur. Donc, pour chuter un peu sur ma question, pour dire, par rapport, là, par exemple, on a des images de bus. On voit que les gens, ils sont à moins d'1 mètre les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on retombe dans la situation comme ce que nous avions vu en France? Nous avions vu qu'il y a eu un moment où on était à un cas de décès, il y a eu 2 cas. Ensuite, on n'a pas compris comment il y a eu plusieurs cas et là, on est voilà. Est-ce que le risque n'est pas possible en saluant Alors, bien sûr. on va juste couper le son de Brazza. Voilà, allez-y, Marvel. Oui, voilà. Donc, ma question pour faire court, du coup, tout en saluant bien sûr l'action que mènent nos camarades sur Brazzaville, qui est très louable. Est-ce que le risque, déjà là, par exemple, les images que nous avons, tout le monde est confiné au même endroit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque vraiment que le virus puisse se proliférer de façon un peu inquiétante au vu des images que nous voyons actuellement et de la façon dont elle est gérée, cette crise? Oui, le risque est grand, effectivement. Donc, quand on voit comment la maladie se propage, ce que nous venons de voir là, évidemment, ne peut que être des moyens de propagation rapide de la maladie, de l'infection. C'est pour cela que, honnêtement, je pense que nous devons agir plus sur les frontières, c'est-à-dire que la maladie ne rentre pas ou qu'elle rentre le peu possible. Vous verrez, il y aura une vidéo qui est déjà prête où j'explique tout ça. Donc, il faut que la maladie ne rentre pas. Maintenant, nous sommes dans un territoire où il y a très peu de cas. C'est vrai que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il n'y a que 4 cas. Il y a certainement plus. Mais nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de cas qui rentrent. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est effectivement au niveau des habitudes, c'est-à-dire quand on voit les bus, là, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je pense qu'on ne peut pas annuler le transport. Même ici, en France, le transport continue. Mais on doit essayer d'augmenter les moyens, les mesures barrières. Quand on rentre dans un bus, je pense que l'idéal serait qu'on porte son masque. Parce que dans un bus, on ne sait pas qui est qui. Donc, on porte son masque. Si ailleurs, on n'est pas obligé d'être tout le temps masqué, mais dans un bus, on doit porter le masque. Si on a une paire de gants, pourquoi pas? En tout cas, tel que ça se passe au Congo, s'il y a une paire de gants, mettez votre paire de gants, mettez votre masque et, si possible, les chauffeurs de bus et les contrôleurs devaient faire une petite trêve, c'est-à-dire, au lieu de confiner les gens, faire de sorte que, je ne dirais pas qu'on respecte la distance d'1,5 mètre, ça sera difficile, mais qu'on essaie quand même d'espacer un tout petit peu les gens. Par exemple, une place sur 2 devrait être vide. C'est difficile pour ces chauffeurs de bus parce qu'il y a un manque à gagner important. Mais je pense que le manque à gagner n'est pas si important que ça si on voit le risque de la maladie, si on voit ce que la maladie peut provoquer comme conséquence. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que je m'éparpille un peu. Au niveau des bus, l'idéal serait, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de se transporter ou bien d'utiliser des bus, l'idéal serait que des gens qui rentrent dans des bus
portent leur masque. Si possible, mais ça, ce n'est pas une obligation, si possible, une paire de gants. Mais maintenant, s'il n'y a pas de paire de gants, vous portez votre masque. Avant de rentrer dans le bus, vous lavez vos mains, ou si vous n'avez pas d'eau, comme nous savons bien que ce n'est pas facile d'avoir de l'eau à tout moment, eh bien, vous désinfectez vos mains avec le gel hydroalcoolique, vous rentrez dans le bus avec votre masque et quand vous sortez du bus, vous lavez ou désinfectez encore vos mains avec le gel hydroalcoolique. Voilà un peu ce que je peux proposer. Je ne sais pas ici, là, je ne vois plus tout le monde. Est-ce que vous continuez à me voir? Ça, je ne sais pas. Voilà un peu ce que je peux proposer en ce qui concerne les bus. On vous voit, docteur, on vous voit, ne vous en faites pas. Peut-être d'autres aussi, quelques aspects pratiques. Ça montre quand même aujourd'hui qu'il faut des vraies campagnes de sensibilisation parce que les gens, apparemment, on parle, mais ça n'entre peut-être pas, je ne sais pas. Alors, c'est important aussi, ou surtout des mesures. Parce qu'il y a une campagne qui a été lancée. D'abord, on va remercier le mouvement Ras-le-Bol qui est sur le terrain. Je pense que c'est les seuls aujourd'hui qui sont sur le terrain à avoir pris l'ampleur de la situation. Et ils font avec ce qu'ils ont. Ça, c'est important de le dire. Et on voit nettement que les populations ne sont pas conscientes du danger, du risque. On voit la promiscuité et surtout l'attroupement aux arrêts de bus. Donc, ça prouve que les gens, ils ont eu l'information, mais l'État n'a pas assez martelé les mesures barrières pour que les personnes puissent prendre conscience aujourd'hui par rapport à la situation. Par rapport à l'intervention du docteur, le docteur dit beaucoup de choses. Ce serait idéal de pouvoir les exécuter, mais là, nous avons des YAS. Donc, techniquement, une place sur deux, j'ai presque envie de dire, ça n'a presque pas d'impact, puisque la personne qui est derrière est à moins d'1 mètre. Et pouvoir se laver les mains avant de monter dans le bus, ça serait l'idéal également. Mais où est-ce qu'on va trouver l'eau? Donc, il y a une hypothèse de pouvoir se laver les mains. On veut des gants, très bien, mais est-ce que les ménages ont les moyens de pouvoir s'acheter les gants, sachant que rien qu'un masque, on a vu Chris qui est en direct tout à l'heure autour de midi, nous a dit un masque coûte 6 000. Donc, techniquement, il y a des choix à faire, des choix de vie entre manger, faire des courses, remplir le panier de la ménagère et acheter un masque pour une seule personne. Ce qu'on fait réellement, parce que là, nous avons une situation qui est là, on voit les populations ne prennent pas en compte les mesures qui ont été fixées par le gouvernement, les mesures notamment des bus, parce qu'il y a une circulaire qui est sortie il y a quelques jours qui notifiait les distances à respecter. Là, c'est très bien l'angle que nous avons ici du ras-le-bol qui nous montre via leur téléphone que nous devons être à un terminus ou à un arrêt de bus où on voit techniquement qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer, il y a des attroupements autour du bus, donc ce n'est pas respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça le plus important aujourd'hui. Je peux essayer de répondre. Allez-y, docteur, allez-y. Voilà. Je pense que nous serons, en fonction de la conjoncture, obligés d'adapter tout le temps nos moyens de riposte. Je vous ai déjà dit qu'on ne pense pas de la même façon dans un palais et dans une chaumière. Je vous ai déjà dit que D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous ai déjà dit que nous, au Congo, on ne pouvait pas appliquer ce que les autres font. Et là, vous venez de donner la preuve que ceci n'est pas possible. Si effectivement un simple masque coûte 6 000 francs, ça c'est ce que je viens d'apprendre, effectivement c'est grave. Alors, maintenant, avec des masques qui coûtent 6 000 francs et peut-être que les prix vont augmenter, je propose ceci. Mais ça, c'est vraiment des propositions que je fais en fonction des éléments que j'obtiens. Hein. C'est pas cette proposition, ce matin, quand je me suis levé, je ne l'avais pas. Alors, je propose ceci. Nous, quand on était étudiants en médecine, on utilisait des masques en tissu. On utilisait des masques en tissu et les tailleurs peuvent bien le faire. C'est très facile à faire. Alors moi, je propose qu'on essaie
de faire beaucoup de masques en tissu et chaque masque sera porté, par exemple, en une matinée, vous portez un masque. Ensuite, dès que vous arrivez chez vous, vous enlevez le masque, vous lavez et repassez et vous prenez un autre masque. Ceci permettra d'avoir des masques qui ne vont pas vous infecter vous-même à un moment donné. Parce que je vous signale ici que le masque, en principe, devrait être changé environ toutes les 3 heures. Il ne faudrait pas que les gens pensent que quand tu as mis ton masque le matin, tu peux arriver au soir avec le masque, que c'est bon. Non. Environ toutes les 3 heures, ça devrait être changé. Et si vous portez un masque maintenant, 15 minutes après, il se passe quelque chose qui vous pousse à retirer votre masque. Vous retirez le masque, et bien ce masque-là n'est plus valable. Ce masque n'est plus valable même si vous ne l'avez porté que 15 minutes. Pourquoi? Parce que le masque est souillé. Parce que le fait de chipoter tout ça, il est même possible que la partie qui sera dirigée vers votre bouche sera infectée. Alors, vous voyez bien à ce rythme-là, combien de masques seront utilisés par jour si jamais les gens utilisent des masques qui coûtent 6 000. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que l'on confectionne des masques en tissu. Si une personne peut avoir à elle seule 4 à 5 masques en tissu, eh bien, chaque fois que vous changez, vous lavez, vous repassez. C'est une proposition faite à la hâte par rapport au prix des masques. Si, ça est là. Voilà. Donc, on va prendre Charlin Kinouani qui nous écoute de Brazza ou encore Chris. Est-ce que Charlin ou Chris, vous pouvez prendre la parole maintenant? Oui, je suis là, je vous écoute. Charlin, il faut déjà parler de l'activité. Allez, parlez-nous déjà de ce que vous faites en ce moment, Charlin. Bon, écoute, nous en ce moment, nous avons lancé une campagne de sensibilisation. Bien que nous sommes un mouvement citoyen, nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe parce que vous savez très bien que si ce virus se répand dans notre pays, ça sera un carnage dans la mesure où nous n'avons pas les hôpitaux adéquats qui pourront recevoir au moins 50 malades ou 100 malades par jour, ni les morts et autres. Et on ne souhaite pas la mort. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd'hui. Nous sommes sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les citoyens, de sorte qu'ils observent les mesures barrières communiquées par l'organisme international de la santé, donc l'OMS dont je vais parler. Et voilà pourquoi nous sommes en ce moment sur le terrain en train de sensibiliser les citoyens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les camarades qui sont en prison en ce moment, qui sont aussi exposés à ce virus, parce que si ça atteint la prison, ça sera vraiment un dommage pour nous et pour tous les citoyens congolais au fait. Voilà. Alors, concrètement, quelles sont les réactions, Charlin, sur place, des hommes et des femmes que vous abordez? Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils comprennent l'intérêt de se laver les mains, de ces gestes barrières? Bon, vous devez comprendre que oui, il y en a qui comprennent que le virus est bien présent, oui, est déjà rentré à Brazzaville, mais il y en a qui sont encore dubitatifs, qui ne comprennent pas, qui ne le réalisent pas, qui pensent que c'est la blague et le virus n'est pas. Le gouvernement est en train de jouer à un petit jeu de ping-pong. Mais nous essayons de faire comprendre aux citoyens qu'il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit d'une réalité. Que le virus est réellement entré dans notre pays et nous avons l'obligation de nous sauver nous-mêmes parce que lorsque nous serons débordés par ce virus, nous ne serons plus en mesure de le contenir, nous ne serons plus en mesure de nous défendre. Voilà, il y a peut-être quelqu'un, docteur, vous avez peut-être une question. Est-ce que Charlin, vous aurez une question à poser? Nous avons sur le plateau le docteur Bienvenu Nzamba qui est là avec nous. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question à poser par rapport à ce qui se fait en ce moment du côté de Brazza? Bon, mais l'inquiétude, c'est que oui, j'ai une question à poser sur la durabilité du virus sur les objets immobiles. Par exemple, lorsque dans un moyen, par exemple, vous pouvez tenir un
qui a été par exemple tenu par quelqu'un qui est testé positif ou soit qui est positif mais qui l'ignore et qui l'a touché par exemple le siège et que moi qui ne suis pas malade par exemple, je rentre dans le même bus et que je viens le tenir, quelle est la durabilité du virus ou encore du microbe sur un objet immobile en fait? Et quelles sont les précautions à prendre lorsque nous rentrons par exemple dans un bus, tout en sachant que le siège sur lequel je vais m'asseoir peut être infecté par une personne qui est malade qui serait passée sur le même siège. OK. Docteur Nzamba. Voilà, c'est vraiment une question ou des questions très, très importantes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? La durée de vie du virus en dehors de l'organisme varie de quelques jours à 8, voire 10 jours. Vous m'entendez? Ça varie de quelques jours, de quelques heures à plusieurs jours. 8 à 10 jours. Cette durée de vie est courte lorsque ça se trouve sur des surfaces inertes, des surfaces qui sont sèches, par exemple, parce que là, le virus ne vit pas longtemps, mais ça vit quand même quelques heures. Et quand ça passe sur des surfaces humides, ça dure des jours. Donc, ce que vous devez faire, quand vous rentrez dans un bus, ou bien lorsque vous êtes en contact avec quelque chose, un objet qui est potentiellement contaminé, c'est-à-dire vous êtes en contact avec un vêtement, vous touchez un vêtement, c'est potentiellement contaminé, vous touchez le siège d'un véhicule, c'est potentiellement contaminé, eh bien, les réflexes que vous devez avoir, c'est de ne pas porter vos mains vers la bouche, vers le nez, vers les yeux. Il faut éviter de porter vos mains vers la bouche, vers le nez, vers les yeux. Pourquoi? Parce que ces endroits-là, ça s'appelle des muqueuses. Quand vous portez vos mains, si elles sont infectées, le virus va se déposer à ces endroits-là. Et c'est ça les portes d'entrée. Ensuite, le virus va progresser, ça va aller au niveau de la gorge et ça va descendre progressivement dans les bronches et dans les poumons. Donc, si quelqu'un ne tousse pas sur votre visage, ça veut dire que vous n'aurez pas la transmission aérienne directe du virus. Ce virus-là se trouve dans des gouttelettes de salive. Ça s'appelle, dans notre terme, dans les sludges de salive qui sont projetés lors de la toux ou bien lors d'un effort d'éternuement. Mais si ça ne tombe pas sur nous au niveau du visage, ça peut tomber au niveau de vos vêtements. Ça peut tomber au niveau du siège qu'un autre client a utilisé. Ça peut tomber au niveau d'un autre objet que vous serez appelé à toucher. Mais une fois que vous avez touché, là, vous n'êtes pas encore infecté. Oui, vous avez le microbe avec vous, mais vous n'êtes pas encore infecté. Donc, l'infection va démarrer quand vous allez conduire ce microbe que vous avez touché vers les muqueuses, la bouche, le nez, les yeux. C'est pour cela qu'avant de toucher ces espaces-là, ces parties de votre corps, faites tout, lavez-vous les mains ou bien désinfectez-vous les mains. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à votre question. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Peut-être Luce peut avoir une question à vous poser. Donc, oui, posez toutes les questions qui vous passent. Une question entre-temps. Oui. Est-ce que les virus ont cette capacité-là de s'agripper sur les vêtements? Et est-ce que quand on a été, par exemple, dans un milieu à risque, que ce soit dans le bus ou qu'on a pu avoir le virus, est-ce qu'il y a des risques
virus l'emmener à ce moment-là à travers nos vêtements à la maison. Et vous, par exemple. Tout à fait. Je vous ai dit que la durée de vie du virus sur ces espaces-là, les vêtements, les sièges, la durée de vie varie de quelques heures à quelques jours. Donc, quand vous arrivez chez vous avec des vêtements de ce genre, ça veut dire que vous avez été potentiellement en contact avec le virus, donc avec des personnes qui ont toussé, Donc, quand vous arrivez chez vous, eh bien, ces vêtements-là, lavés et repassés. Oui, les virus ont la possibilité de quitter le bus ou bien de quitter partout où vous êtes allé et arriver chez vous. Voilà, donc on continue cette série de questions. On privilégie d'abord ceux qui sont du côté de Brazza. On a perdu Charlin, le temps qu'il revienne. Rodrigue, tout à l'heure, je sais que vous avez une question. Charlin, est-ce qu'il y a encore une question? Luce voulait poser une question sans doute tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut prendre la parole? Bon, elle a dit qu'elle n'a pas de question, elle m'a transmis sa réponse. Voilà. Elle a déjà trouvé la réponse, mais je pose une dernière question. Bon, écoutez, docteur, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un se sent malade, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, le climat qui règne au pays, c'est que chacun se culpabilise. Bon, pas se culpabilise, mais c'est que chacun est en train de se dire de temps en temps être malade. D'accord? Parce que quand il sort, il rentre chez lui, il ne sait pas qui l'a contacté, bon, voilà, il ne sait pas exactement où est-ce qu'il a pu ramasser la maladie. Et quand il arrive à la maison, il commence à se culpabiliser à moindre tout. D'accord? Et généralement, j'espère que vous êtes informé du fait que lorsque vous allez par exemple dans les lieux appropriés à l'hôpital pour pouvoir se soumettre à un dépistage, généralement, on vous fait comprendre qu'on ne peut pas vous tester maintenant, on n'a pas le matériel qu'il faut et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même, d'accord, à la maison pour pouvoir s'assurer qu'on est malade ou pas? Et si on le sent, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ne pas tout de suite s'exposer au risque, quoi? Pour ne pas tout de suite succomber, je veux dire. Hein? Pour ne pas tout de suite succomber, qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps, le temps de se rapprocher? On a perdu Charlin. Allez-y, docteur, je pense qu'on a bien compris l'esprit de sa question. Voilà, j'ai compris la question. Je voudrais dire que cette question, c'est une question importante, la question de ce microbe. Je pense même que, sans exagérer, c'est un problème qui risque même d'être, à la longue, plus important que celui du sida. Nous voyons bien, nous connaissons les moyens de transmission du sida. C'est des moyens où ce n'est pas facile d'être contaminé par le virus du sida. Mais regardez les moyens de transmission de ce virus. C'est très facile. Et c'est un virus qui est très contagieux. Donc, le deuxième problème, c'est nos maladies tropicales où les symptômes sont apparentés aux symptômes du coronavirus. Parce que ici, c'est devant la fièvre qu'on doit s'inquiéter un peu. Mais la fièvre chez nous, toutes les maladies presque que nous avons provoquent de la fièvre. En commençant par le paludisme. Le paludisme provoque la fièvre, provoque des douleurs articulaires. Parfois, on peut avoir de la diarrhée, mal à la tête, tout ça. Tous ces symptômes-là se retrouvent dans le COVID-19. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il est important de privilégier les moyens barrières, les mesures barrières. Parce que tous les symptômes que vous venez de citer, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que devant tel symptôme, ça sera le COVID-19. Non, je ne peux pas vous le dire. Surtout au stade actuel de la maladie.
C'est pour cela que vous devez tout faire pour observer scrupuleusement les mesures barrières. Parce que si vous les observez scrupuleusement, eh bien, la contamination sera difficile. Sachez que c'est un gros virus. Vous savez, les virus, il y a 3 catégories de microbes. Hein. Il y a des microbes qu'on appelle des parasites et des champignons, comme les ascaris, tout ça. Il y a des microbes qu'on appelle des bactéries. Et puis, le 3e groupe, c'est les virus. Les virus, ce sont les plus petits. C'est des microbes qui sont très difficiles à vaincre. Mais parmi les virus qui sont plus petits, le virus du coronavirus, c'est un gros virus qui mesure 400 nanomètres. Donc, si vous portez bien vos masques, si vous faites ce que je viens de vous dire, vous savez, vous pouvez prendre un vêtement et puis vous fabriquez, vous coupez un vêtement qui n'est plus, que vous ne portez plus, vous découpez tout ça facilement, vous pouvez fabriquer vos masques. Fabriquez beaucoup de masques parce que tout rentre par les muqueuses. Si vous protégez votre bouche, votre nez, eh bien, les yeux, si vous n'apportez pas vos mains là-bas, vous êtes sûr que c'est protégé. Maintenant, si vous avez ces symptômes-là, bien sûr, vous êtes obligé d'aller voir des médecins. Il n'y a que les médecins qui pourront faire la part des choses entre le paludisme et le Covid-19. Aujourd'hui, par rapport au nombre de cas que nous avons, je pense que ça ne sera pas le premier diagnostic à suspecter. Ça ne sera pas dans l'ordre des choses le diagnostic qui sera privilégié. Mais si vous n'observez pas des moyens barrières, des mesures barrières, si vous allez en contact avec des sujets suspects, des sujets malades, tout ça, évidemment, vous allez rendre les choses difficiles dans ces symptômes-là qui ressemblent beaucoup aux symptômes que nous avons dans nos pathologies tropicales, dans nos maladies tropicales, en commençant par le paludisme. Alors, je vais maintenant résumer ma réponse parce que je me suis éparpillé un peu. Alors, ma réponse est de dire les symptômes du COVID-19 et les symptômes du paludisme sont similaires, ou les symptômes de la grippe saisonnière sont similaires. Comment faire pour faire la part des choses? Eh bien, vous ne pourrez pas faire la part des choses, donc évitez d'avoir la maladie. Privilégiez les moyens, les mesures barrières. Et si malgré cela, vous avez des symptômes, vous allez voir un médecin. C'est le médecin qui fera la part des choses. Merci, docteur. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à la question. Oui, vous avez essayé de répondre, docteur. Merci, docteur. Je vois qu'il y a encore Charlin. Est-ce que Charlin veut reprendre la parole? Voilà. Donc, dans le groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On est là vraiment en train d'échanger. Donc, c'est très important. Voilà. Rodrigue? J'active. OK, bonjour à tous. C'est Rodrigue. Je salue tous les panélistes qui sont en train d'intervenir en ce moment. Surtout en première ligne, je voulais louer le mouvement citoyen Ras-le-Bol par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Normalement, ça, c'était un travail entre guillemets, que le gouvernement devrait faire. Parce que vous savez, ce n'est pas tous les Congolais, je ne sais pas sur 10 Congolais, combien de Congolais qui suivent Télé Congo ou qui suivent les informations. Donc, forcément, il fallait qu'il y ait des gens qui devaient descendre dans les marchés, dans les rues, dans les quartiers, afin de sensibiliser la population pour éviter. Savoir que nous avons un système de santé, non pas seulement au Congo, mais généralement en Afrique, très défaillant. Dans les pays dits développés comme la France, les gens sont en train de mourir. Donc, il faut éviter en tout cas ce qu'on appelle la propagation du virus COVID-19 dans des pays comme le Congo. Parce que si ça prend de l'ampleur, j'espère même les chiens vont partir. Donc, du coup, il faut aller sur le point de sensibilisation. Comme a dit le cordeau Charlin tout à l'heure, que nous sommes dans une période où chacun doit se sauver soi-même.
Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas les États-Unis, la MENI, la France qui viendront encore au secours des Africains dès lors qu'eux-mêmes ils n'ont pas la solution. Ça, c'était juste pour louer un peu tout ce que le mouvement citoyen est en train de faire. C'est inutile de les mettre en prison. De ce quoi ils ne revendiquent pas un poste ministériel. Ça, c'était en passant. Alors, vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend, on vous entend. Oui, oui, oui. D'accord. On vous entend, oui. D'accord, merci. OK, donc après, je voulais aller à l'essentiel. À l'essentiel n'est autre que parler un peu du masque. Je voulais juste tout simplement m'adresser auprès du docteur Nzamba, puisque nous sommes en France, dans la région, on suit comment est-ce que on a parlé sur le port du masque. En France, c'est des gens qu'on autorise plus, c'est des gens qui sont atteints du COVID-19 qui doivent porter le masque. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas atteints, ils ne doivent pas porter le masque. Je ne sais pas si j'ai une bonne information, si une bonne compréhension. C'est ça. Puisque même le port du masque, il y a une façon de le porter. Je pense que sur BFM, on explique, il y a un docteur qui commente souvent à l'arrière-plan le port du masque. Comment est-ce que tu dois les poser? Parce que si tu le portes seulement comme ça, sans le savoir, à la fin, tu peux prendre, tu touches, c'est à ce moment-là que tu vas encore plus te contaminer. Donc, à ce moment, je voulais poser la question au docteur. Est-ce que tout le monde sont censés de porter le masque? Si oui, quelle est la meilleure façon de le porter? Voici la question que j'avais. Merci. Bien, merci. C'est une bonne question, effectivement. De toutes les façons, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toutes les personnes qui doivent porter des masques. Mais lorsqu'on est en situation dangereuse, avec une population inconnue, eh bien, parmi les moyens de protection, il y a le port du masque. Alors, il y a deux types de masques. Il y a des masques chirurgicaux qui sont des masques simples, hein, que vous voyez, qu'on porte lorsqu'on opère. Et il y a des masques qui sont plus hermétiques, qui sont plus solides, qu'on appelle de FFP2, je crois. Alors, comment porte-t-on un masque? Il faut tout faire que ça soit hermétique. C'est-à-dire, quand vous voyez un masque, il y a une partie, donc c'est bien indiqué, hein, il y a une partie où c'est marqué extérieur et une partie parfois intérieure. Ou bien on ne marque extérieur. Donc la partie qui doit être à l'extérieur. Et en portant votre masque, le nez doit être bien pris dans le masque. Donc il faut mouler votre masque pour que ça tienne bien le nez. Et puis ensuite, vous avez les ficelles qui vont au niveau, disons, plus haut que les oreilles. Et en bas, le masque doit prendre tout ça, le menton, tout ça. Et la ficelle d'en bas, ça doit passer sous les oreilles. Mais le plus important, il faut que ça soit bien fermé. Donc, ne portez pas un masque en laissant trop d'espace, parce que si vous toussez, le masque sert à quoi? Le masque, en principe, est très important chez une personne malade. C'est une personne malade qui devait plus porter de masque pour éviter de contaminer les autres. Donc, lorsque la personne tousse, eh bien, les gouttes de salive ne traversent pas le masque, ça doit rester dans le masque. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai été clair sur la manière de porter le masque. Oui, oui. Donc, non, ça va. Première question ou première sous-question, non, ce n'est pas tout le monde qui doit porter le masque. Deuxième sous-question, le port du masque, ça doit se faire en respectant le fait que quand quelqu'un va tousser ou quelqu'un va éternuer, que les gouttelettes de salive qui contiennent les particules virales, qui contiennent le virus, ne traversent pas le masque, que ça n'aille pas vers le sujet qui est à côté. Voilà. Ok, merci. Voilà, donc on continue cet échange. Nous avons Oliver qui est du côté de la Norvège, nous avons Martial Panouti qui est du côté de Ouaga et Charlin Kinwani qui est du côté de Brazzaville.
Alors, rapidement, peut-être d'autres questions par rapport à cette maladie. On a là un médecin. Oui. Oliver. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis du côté de la Norvège. Bon, cette pandémie ne concerne, en fait, sur ce plateau pratiquement, ça nous concerne que le Congo. On discute pour les cas de prévention, pour les mesures à prendre, comme vous l'avez dit. J'ai 3 questions. Bon, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de poser toutes les 3 questions. Vite fait. La première question est la suivante. C'est un cas général par rapport aux mesures prises. Par exemple, dans les bus, j'ai lu sur un document en ligne des mesures pour les taxis, bon, les voitures, les petites voitures, les bus maximum 10 personnes et les voitures 4 personnes. C'est bien beau. Je prends le cas des petites voitures. Si on place 4 personnes, donc les chauffeurs et 3 passagers, en respectant les mesures. Vous venez de l'expliquer par rapport à la question que Charles a posée. Mais cette fois-ci, je ne prends pas le cas où une personne infectée vient toucher. Mais le fait de rester dans le même milieu, est-ce qu'il faut laisser comment dirais-je, les vitres ouvertes, mais vous allez respirer au même endroit malgré cette distance? C'est trop proche là, dans la voiture. Est-ce que ça ne peut pas causer des dégâts s'il y a une personne infectée dans cette voiture ou bien dans le bus? Deuxième question. On voit aussi sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations qui circulent à gauche, à droite. Bon, je suis un peu curieux. On nous donne certaines statistiques concernant les victimes. Il y en a plus. Je prends le cas de l'Italie. C'est vrai aussi avec la Chine, là où étaient les puissantes, et l'Espagne et bien d'autres. En Afrique, il n'y a pas encore beaucoup de victimes. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Mais il y a un sujet. Pourquoi les gens veulent apporter le vaccin si tôt là-bas? Pourquoi ne pas le faire? Est-ce que l'Afrique veut devenir leur cobaye ou quoi? Je ne sais pas. C'est juste une question de curiosité. Et enfin, la troisième question, c'est sur l'aspect économique. Ce n'est pas peut-être une question, un petit commentaire. D'abord, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard. Je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué. Je ne sais pas. Mais il s'agit des précautions sur l'aspect économique. Vous l'avez dit, il faut limiter le nombre de personnes dans un moyen de transport, les taxis, les bus et tout ça. Mais ce sont des agents économiques, ce sont des privés. Ils ne dépendent pas normalement de l'État. Mais pour préserver la vie des gens, ils doivent respecter ces mesures. L'État en compte partie. En principe, soit mettre des mesures d'accompagnement ou des mesures de compensation. Malheureusement, ils ne tiennent pas compte de ça. Ils mettent juste des mesures, mais ça peut poser problème. Donc, voilà un peu ce que j'avais comme question et commentaire, bien sûr. OK, bon, je vais vous donner, je vais essayer de répondre, hein, mais il y a des questions auxquelles le simple docteur que je suis ne pourra pas apporter de réponse. Bon, la première question en ce qui concerne, je pense que si je ne me trompe, c'était par rapport à la promiscuité dans les véhicules, il y a 4 personnes, tout ça, est-ce que les gens sont obligés de porter des masques? Alors, je dois vous dire, chez nous parlons du Congo, n'est-ce pas? Chez nous, l'idéal serait que les gens portent des masques. Ce n'est pas une obligation ici, mais l'idéal serait que les gens portent des masques. Pourquoi? Parce que nous devons, chez nous, renforcer les mesures barrières. Or, dans un véhicule léger, dans une voiture, eh ben, c'est vrai que la contamination se fait lorsque les particules du virus arrivent au niveau des muqueuses. C'est ce que vous devez d'abord savoir. Comment se transmet? Et d'ailleurs,
après avoir répondu à vos questions, je vais quand même faire un petit résumé sur la voie ou les voies de contamination de la maladie. Parce que si on ne connaît pas ça, eh bien, on ne pourra pas maîtriser aussi les moyens de prévention. Donc, il faut éviter que les particules virales, que le virus n'arrive au niveau de vos narines, au niveau de vos yeux, au niveau de votre bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, pour arriver là, peut arriver directement quand quelqu'un tousse et que les particules de la toux, donc la salive, les particules, mais parfois c'est des particules fines qu'on ne voit pas. Le sujet tousse et les particules arrivent directement vers le nez, la bouche ou les yeux. C'est comme ça que se transmet la grippe. Donc, il faut éviter cela. Deuxièmement, eh bien, ça peut arriver indirectement. C'est-à-dire, quelqu'un tousse, eh bien, ça se dépose sur les vêtements, sur le siège du véhicule, sur je ne sais quoi. Et quand quelqu'un touche à ces espaces-là, ces espaces qui sont infectés, eh bien, tôt ou tard, on finit toujours par toucher les yeux, hein? Toucher le nez ou toucher la bouche. Donc, les mains arrivent toujours par là. Parce que vous avez un petit prurite, là, il faut se gratter tout ça. Eh bien, c'est là que le virus pénètre dans l'organisme. Alors, donc, pour éviter que déjà ces gouttelettes n'arrivent chez les autres, parce que là, vous ne pouvez pas respecter la distance d'1,5 mètre, ce n'est pas possible, eh bien, le port d'un masque chez nous, je pense que si nous pouvons en avoir, eh bien, n'est pas inutile. N'est pas inutile. Si les autres peuvent se permettre encore de dire « Non, nous, on ne fait pas ça. Nous, on essaie de faire ceci. » C'est parce que eux, à l'hôpital, s'il y a un problème, ils peuvent faire quelque chose. Mais nous, eh bien, quand ça va arriver, il faut souhaiter que ça n'arrive pas. Parce que si ça arrive, ça sera la médecine de catastrophe que j'ai expliqué, mais que je vais expliquer encore. Alors, maintenant, en ce qui concerne le vaccin, pourquoi les gens se préoccupent à nous envoyer le vaccin? Non, on est en train d'étudier le vaccin. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour tout le monde. Il faudrait que les gens sachent. Vous savez, la grippe saisonnière a des vaccins. Tous les ans, eh bien, mais bon, ce n'est pas un vaccin qui est contre tous les sérotypes parce qu'il y a plusieurs sérotypes de la grippe. Mais on choisit le sérotype généralement le plus virulent, tout ça, eh bien, on vous vaccine contre ça. Mais chez nous, les gens cherchent toujours, mais nous, on cherche toujours la petite bête. Alors, je ne dis pas qu'il y a un complot derrière tout ça, mais les gens doivent penser à nous parce que nous sommes une bombe à retardement. Pourquoi une bombe à retardement? Regardez, aujourd'hui, les gens ne croient même pas qu'il y a la maladie. On annonce qu'il y a 4 cas, mais il y a des gens qui pensent que non, le gouvernement fait ça, c'est un jeu, tout ça. Mais si le gouvernement veut faire un jeu, ça sera de vous dire 4 cas alors qu'il y en a 10. Ça ne sera pas de vous dire qu'il y a 4 cas alors qu'il y a 0 cas. Parce que quand le gouvernement dit qu'il y a des cas, eh bien, le gouvernement doit prendre des mesures de protection. Vous pensez que le gouvernement est content de dépenser de l'argent alors que nous sommes déjà en crise. Alors, moi, je pense que si nous pouvons avoir un vaccin, ça ne sera pas une mauvaise chose. Les gens ne comprennent pas encore ce qui peut arriver. Les gens n'ont pas encore compris la portée du problème quand on essaie de voir ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe encore, ce qui se passe en Europe, en Italie, en France. Les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez les présidents Macron parler, quand vous voyez les gens dire qu'on est en guerre, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais le problème de l'Afrique, c'est que si un vaccin peut déjà immuniser les gens et mettre fin à ce que nous sommes en train de connaître, c'est mieux. Mais c'est parce que les gens savent que si ça arrive en Afrique, ça sera l'hécatombe. Mais après, les gens, les Occidentaux, seront encore obligés de dépenser de l'argent.
Je ne dis pas qu'ils dépensent plus qu'ils ne reçoivent de nous. Hein. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais bon, ça, c'est de la politique politicienne. Mais je voudrais que les gens comprennent que si on met à notre disposition un vaccin, il ne faudrait pas que les gens hésitent. Parce que la théorie du complot chez nous en Afrique, eh bien, franchement, oui. Juste pour un complément, le souhait serait que, pour prendre certains exemples, pour ne pas citer des pays, quand des produits pareils arrivent en fait, dans un pays, de grâce, vous les sachant, donc les gens vraiment de la santé publique, vraiment examiner bien, mais alors bien, ce produit avant de les mettre sur la place publique. C'est vraiment tout l'intérêt général. C'est une remarque importante. C'est une remarque importante. Mais c'est valable pour tous les médicaments qui rentrent. Vous savez, parmi tous les médicaments qui rentrent chez nous, il y a beaucoup de faux médicaments. Des faux médicaments qui, dans le meilleur des cas, ne vous soignent pas, mais ne vous détruisent pas, mais dans le pire des cas, vous causent encore d'autres maladies. Mais donc, il faut que le ministère de la Santé s'organise pour attraper ces faux médicaments, à l'instar des vaccins, comme vous le dites. Ce que vous dites est valable pour tous les médicaments. Et vous avez raison, et je suis d'accord avec vous. Il faut vérifier tous les médicaments qui rentrent avant de les inoculer aux Congolais. Eh bien, on doit vérifier qu'est-ce qu'on inocule aux Congolais. Eh oui, à défaut d'être testé, dans les pays de fabrication, on n'a pas vu vraiment de campagne dans ce sens, et que tout d'un coup, on vient nous apporter des produits comme ça, mais il faut bien les tester alors. Ah non, mais on ne peut pas nous apporter des médicaments sans les tester. Voilà. Olivier, en temps normal, les produits ne peuvent pas être commercialisés comme ça. Il y a tout ce qu'on appelle un contrôle. Ça fait partie de la sécurité de la chaîne de la fabrication des produits pharmaceutiques. Ils sont censés être fabriqués. Donc, en général, lorsque vous voyez un produit qui est commercialisé sur le marché, c'est qu'il a subi une bataille de tests en amont qui ont été certifiés que ce produit peut être commercialisé. Dans le cas du Congo, nous avons beaucoup de ventes en détail, beaucoup d'entrées sur le territoire de médicaments qui ne sont pas contrôlés, donc qui échappent à la vigilance de l'autorité. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des produits qui ne sont pas en mesure d'être, on peut dire, efficaces. Et malheureusement, l'État ne se donne pas les moyens de pouvoir retirer tous ces produits du marché. Madame Doeska, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est dans la normalité des choses. Parce qu'on a vu un peu de cas pervers aussi. C'est peut-être pas dans le domaine de la santé, mais plutôt dans le cas général d'hygiène. On a vu des produits déversés. Par exemple, on est allé jeter des trucs, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas recommandé, mais c'est passé sous les yeux des pouvoirs publics. Voilà pourquoi il faut toujours prendre des précautions. Donc, et surtout, c'est le domaine de la santé, mais alors, il faut vraiment être très rigoureux sur ça. Parce que ça, c'est des vies de gens. Alors, j'ai presque envie de dire, les médecins sont en bout de chaîne. Ce n'est pas eux qui sont censés contrôler les médicaments. Ça, c'est le rôle de l'État et des institutions de mettre en place des systèmes de contrôle de qualité pour pouvoir assurer la sécurité de l'aliment. Des produits, que ce soit pareil pour les denrées alimentaires. Aujourd'hui, on voit par exemple dans la sécurité alimentaire, il y a un système de contrôle. Nous sommes là pour contrôler ce que vous consommez. Donc, lorsqu'un produit n'est plus conforme, nous l'enlevons de la chaîne, de transmission, que personne ne puisse l'acheter, que personne ne puisse le consommer. Et malheureusement, actuellement au Congo, on voit, pour le cas du secteur alimentaire, nous avons que les services d'hygiène qui vont contrôler les surgelés et détruire les produits qui jugent eux non conformes visuellement. Mais cela ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. Mais il faut savoir que chacun à son niveau a une part de responsabilité dans la circulation de ces produits qui sont non conformes. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'indexer les médecins pour dire qu'ils puissent vérifier, ils n'en ont pas les moyens. Après, chacun, en fonction de son emploi, de son métier, est capable de faire. Et je ne pense pas que les médecins, ce soit de leur ressort aujourd'hui de pouvoir contrôler les médicaments. Il ne faut pas oublier que nous avons des pharmaciens qui ont un rôle à jouer. Et le premier, c'est l'État aussi. Tout à
Tout à fait. Mais on va juste prendre des appels, on va prendre des questions du côté on va du Congo. Docteur, pardon, on va privilégier les gens qui sont au Congo, qui ont besoin de ces informations. Nous avons des questions, donc allez-y, vous avez la parole. Vous pouvez poser vos questions au docteur Nzamba. Vous qui avez demandé la parole au Congo, là, il n'y a pas de nom. Si le problème, c'est qu'il n'y a pas de nom, mais ils m'ont envoyé un message. Voilà, allez-y. Allez-y, le docteur Nzamba vous écoute. Allez-y. Donc, j'aperçois Chris. Chris, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Chris, on ne vous entend pas. Oui, Chris, allez-y. Voilà. Bon, on a... Il a un problème. Chris, je pense que Chris, s'il a un problème, il peut se rabattre puisqu'ils sont trois qui sont connectés. Il peut aller soit sur le compte de Charlet ou de Londres que je vois en ligne. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, docteur, allez-y, vous vouliez compléter quelque chose rapidement, comme ça, s'il y a un retour, on prend des gens qui sont... Voilà, non, ce qu'il dit est important, mais j'aimerais lui faire savoir que si on envoie des vaccins, eh bien, ça veut dire que ces vaccins ont été testés. Ce n'est pas des vaccins qu'on va envoyer pour que ça soit utilisé pour la première fois chez les Africains, non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la promesse des vaccins, ce n'est pas avant 18 mois à 2 ans. Voilà. Donc, on n'aura pas des vaccins demain. Ok, on a quelqu'un de Brazzaville. Allez-y, qu'est-ce qu'il pose une question? C'est qu'on peut prendre comme des précautions concernant ce qui se passe actuellement vu la maladie COVID-19. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, vous êtes en direct. Allez-y. Reprends la question. Oui, posez votre question. Demander au docteur, vu ce qui se passe actuellement. Un peu fort. Oh là là. D'accord. Non, moi, ça va. Je voudrais poser la question au docteur. Vu ce qui se passe actuellement dans le cas de COVID-19, quelles sont les précautions qu'on peut prendre pour éviter ce qui se passe actuellement? Puisque nous, en Afrique ici, tel qu'ici au Congo-Brazzaville, je peux dire que pour le cas de la santé, nous avons vraiment des difficultés sérieuses. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter et quels sont les symptômes qu'on peut savoir que la personne est atteinte de la maladie? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme des signes? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on peut accumuler. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de Brazza? Voilà. Docteur Nzamba, c'est quoi les symptômes, les signes? Je pense que ça revient de plus en plus. Alors, les symptômes. Les précautions. Bon, il y a eu précautions et symptômes. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça que je pense qu'on devait commencer par un petit rappel de la maladie. Ben, allez-y, docteur, c'est l'occasion. Le COVID-19, c'est une maladie virale qui est causée par un virus qu'on appelle le coronavirus SARS-CoV-2. Ça, c'est le nom donc du microbe, du virus qui est à l'origine de cette maladie. Donc, c'est un virus de la famille des coronavirus, donc sous forme de couronne, qui a été découvert pour la première fois, isolé pour la première fois en 1960. Et puis ensuite, ça subit des mutations pour devenir de plus en plus virulent. Alors, donc, c'est causé par ce virus-là. Ça se transmet comment? C'est un virus qui se transmet par des quintes de toux et des éternuements parce que
c'est au niveau des salives qui se trouvent au niveau des quintes du toux et des éternuements que se trouve le virus. Et quand quelqu'un tousse ou quand quelqu'un éternue, eh bien, il envoie ces virus-là, il envoie ces gouttelettes de salive dans lesquelles le virus se trouve là-dedans. Et une fois ces gouttelettes envoyées, ça peut vous tomber au niveau du visage. Parce que les portes d'entrée pour entrer dans l'organisme, ce virus, ça rentre par les muqueuses, soit par les yeux, soit par les narines, soit par la bouche. Une fois que c'est rentré dans l'organisme par ces voies-là, ça va se loger d'abord au niveau de la gorge. Ensuite, ça descend progressivement pour aller dans les branches et puis dans les poumons. Quels sont les symptômes? Les symptômes, c'est la fièvre, la toux. On peut avoir des narines qui coulent, mais ça coule très peu. Au départ, on disait, quand on tousse avec les narines qui coulent, il faut penser au coronavirus. Mais on s'est rendu compte que les écoulements de narines, c'est très peu comme symptôme. On peut avoir des douleurs au niveau des muscles, ce qu'on appelle des myalgies. On peut avoir des symptômes gastro-intestinaux comme de la diarrhée. On peut avoir des maux de tête. Voilà un peu, en gros, les symptômes. Et vous voyez bien, tous ces symptômes que je viens de décrire, ça se voit dans le paludisme. Donc, c'est un diagnostic différentiel avec le paludisme. C'est pour ça que je ne répéterai pas assez pour dire vous devez observer des moyens, des mesures barrières. Alors, vous avez posé la question de savoir aussi comment faire pour l'éviter. Eh bien, pour l'éviter, comme je viens de vous dire, la manière dont ça se transmet, quelqu'un tousse ou quelqu'un éternue, il envoie des gouttelettes de salive au niveau du visage. Eh bien, donc, il faut éviter d'être à moins d'1 mètre, voire 1,5 mètres de quelqu'un. De sorte que lorsqu'il éternue, ça n'arrive pas chez vous, que ça tombe au sol. Maintenant, lorsque quelqu'un éternue ou quand quelqu'un tousse, même si ça ne tombe pas au niveau de votre visage, ça peut tomber au niveau de vos vêtements. Ça peut tomber au niveau du siège qui est à côté. Ça peut tomber au niveau des vêtements de quelqu'un. Bref, quand quelqu'un touche ces zones-là où le microbe est tombé, eh bien, ses mains sont souillées, ses mains sont infectées. Et maintenant, vous, pour l'attraper, quand vous avez des mains qui sont infectées, eh bien, il faut que vos mains soient ramenées vers le visage, c'est-à-dire la bouche, le nez et les yeux. Quand vous touchez à ces parties-là de votre corps, le virus, eh bien, se fixe à ces endroits-là, puis progresse pour aller vers la gorge. Là, vous êtes infecté. Et puis ensuite, ça va progresser progressivement pour aller vers les branches et les poumons. Alors, donc, en disant ceci, vous pouvez imaginer quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter. Donc, il faut être à une bonne distance de quelqu'un pour que si ce quelqu'un-là tousse, eh bien, que les gouttelettes qui contiennent les particules virales ne vous atteignent pas. Il ne faut pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Mais comme on ne peut pas ne pas toucher ce qui se trouve autour de nous, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon. Et quand on n'a pas la possibilité de se laver les mains avec du savon, utilisez des solutions hydroalcooliques. Voilà un peu les moyens de prévention. Comment faire pour éviter la maladie? Les symptômes, j'ai dit, fièvre, tout ce que vous... Alors, donc le diagnostic, par rapport à tout ce que je viens de dire, ce n'est pas facile de faire la part des choses entre une toux saisonnière ou bien disons une grippe saisonnière ou le paludisme. Parce que tous les signes là sont là dedans. Donc, vous allez voir le médecin.
et le médecin posera le diagnostic en fonction des différents examens qui seront faits. Alors, vous voyez que le diagnostic n'est pas facile à poser chez nous. Ça veut dire qu'il faut éviter de s'infecter. Ça veut dire qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières. C'est très important. C'est par ces mesures barrières-là que nous allons sauver nos populations. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes ces questions-là en essayant d'expliquer la maladie. Voilà, vous avez répondu, docteur. Allez, j'aimerais juste, je pense que si vous arrivez à voir les images que nous diffusons en ce moment en direct là, de Brazzaville, c'est que, docteur, ces actions qui sont dans les rues, c'est vrai qu'elles sont peut-être pas, je dirais, extraordinaires ou suffisantes par rapport à la crise. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on voit des gens qui se lavent là les mains. Il est possible que ces gens-là, en fait, c'est peut-être la seule fois de la journée qu'ils se lavent les mains en arrivant là par cette action. Est-ce qu'on ne peut pas multiplier comme ça ce type d'action dans la ville quand on sait que l'eau est rare, quand on sait les difficultés pour les familles d'accéder à l'eau potable, que les autorités publiques puissent mettre peut-être quelque part des cantines ou de telles actions pour permettre au moins que quelqu'un, en passant par là, se lave les mains. Ça permettrait peut-être, docteur, d'avoir un geste barrière qu'on ne peut pas exécuter chez soi, même si après, on peut toujours rattraper. Mais chaque fois qu'on peut retrouver dans des endroits, par exemple, on prend des bus, là où on va descendre dans des endroits publics du monde, ces petites actions, est-ce que ça ne peut pas contribuer efficacement au lieu de continuer à déplorer que le problème d'eau, d'avoir ce type d'action, docteur? Mais bien sûr que ça ne peut que contribuer efficacement. Mais quand le gouvernement demande d'observer ces mesures barrières, mais il faut que le gouvernement donne des moyens qu'il faut. Le gouvernement dit qu'il faut se laver les mains, ben il faut que les populations aient de l'eau pour se laver les mains, avec du savon, avec des gels hydroalcooliques. Donc, je pense que ce que vous dites n'est pas faux. Mais moi, je me dis, quand le gouvernement dit qu'il faut faire ceci, eh bien, le gouvernement vous donne des mesures et vous donne des moyens. Oui. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant, vous dites, chaque soir, il faut se laver s'il n'y a pas d'eau à la maison. Sinon, vous êtes un papa terrible. Vous dites à l'enfant, le soir, on doit se laver avant d'aller vous coucher, mais il n'y a pas d'eau. Donc, je pense que le gouvernement, c'est son devoir. Les populations doivent avoir de l'eau dans des lieux publics pour se laver régulièrement les mains. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ces images. Je ne sais pas si vous voyez ces images des gens en train de se laver les mains et j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être la seule fois qu'ils sont lavés les mains depuis le matin, depuis qu'ils sont, je dirais, sur la voie publique. Je vois les images et je dis aux populations, on doit se laver les mains régulièrement. Avant de mettre votre main au visage, vous devez vous laver les mains. Quand vous touchez un espace ou quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, vous devez vous laver les mains. Voilà. Donc, se laver les mains, ça doit être un geste, disons, pas seulement quotidien, mais un geste répétitif. Il faut répéter ce geste. Il faut se laver les mains plusieurs fois. Voilà. Et avec du savon en plus. Oui. Ah, mais bien sûr, avec du savon. Mais si vous ne vous lavez pas, si vous mouillez seulement les mains, non, ne faites rien. On doit se laver les mains avec du savon. Est-ce que j'ai dit mouiller les mains? Non. J'ai dit se laver les mains. Se laver les mains, ça veut dire vous prenez du savon, vous mettez, vous frottez et vous prenez de l'eau, vous rincez, vous lavez les mains. C'est ça, se laver les mains. Sinon… C'était pour revenir à ce que vous disiez au début, parce qu'on ne voyait pas le savon à côté. Donc, c'était important. Le savon, effectivement. De rajouter cela, oui. Et moi, j'aimerais juste faire une incursion pour dire qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un pays où le gouvernement a failli. Il ne faut pas oublier ça. Ce qui revient à dire que les gens sont plus ou moins en train de se débrouiller pour faire face à la maladie. Et je pense que l'une des actions qui va être très efficace, ça va être l'information. L'information et la sensibilisation, parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent même pas comment faire pour éviter la maladie. Les gens ne suivent pas la télé, comme on disait tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas. Parfois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Donc, il va falloir, plutôt que de copier ce qui se fait ailleurs et importer chez nous, il va falloir vraiment que les gens
multiplie des initiatives et que les gens aient plus d'imagination pour pouvoir faire face et notamment pour appliquer ces mesures-là qui vont être, je pense, la meilleure façon d'éviter la maladie. Parce que si jamais on atteint le stade où certains pays sont, je pense qu'on sera au bord de la catastrophe ou dans la catastrophe carrément. Et beaucoup Je de suis Congolais d'accord n'ont avec pas, beaucoup de Congolais n'ont pas la télévision chez eux. Ça, faut reconnaître. Manque de moyens. Oui, ce Peut-être qui que fait que- Samy ne s'est pas encore exprimé. Samy voulait peut-être dire quelque chose. ce Est-ce qui, qu'il nous entend, Samy? Le micro est fermé. Mais Il est j'essaie en de colère. l'ouvrir, mais son image ne bouge pas, en fait. Mais bon, ça a peut-être bugué. Alors, messieurs, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je Oui. pense qu'on a fait le tour. En fait, Oui, moi, allez-y. c'était une question un peu fataliste. J'allais dire que oui, C'est pas le évidemment, moment, Marvel, des questions fatalistes. ce genre d'action, c'est Restez optimiste pour Marvel. Non, mais on est optimiste, mais en même temps, on est quand même inquiet, évidemment, de ce que la situation puisse se détériorer. Est-ce que notre système sanitaire est prêt aujourd'hui? On ne le souhaite pas, on ne souhaite pas le pire, mais est-ce que si ça arrive, docteur, est-ce que vous pensez qu'on est à mesure de faire au moins l'essentiel pour pouvoir répondre face à la crise? Parce que si on voit comment la situation s'est détériorée dans les autres pays, on est sans ignorer que ce sera le même cas au Congo. Moi, après ça aussi, ça peut être une question parce que souvent, on se disait que vu la température, la chaleur, que ça pouvait empêcher de se répandre en Afrique parce que le virus, apparemment, sous certaines températures, il ne peut pas vivre. On s'est rendu compte que ce n'est pas le cas puisqu'il y a quand même quelques cas au Congo. Marcha, tout à l'heure, nous avons la situation était un peu critique au Burkina. Est-ce que notre système sanitaire est prêt à faire face à une éventuelle crise? Bon, je ne suis pas dans la cellule de crise qui suit la situation pour répondre vraiment avec exactitude à cette question. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si nous connaissons l'ampleur de l'infection que connaît aujourd'hui les pays européens comme la France, comme l'Italie, eh bien, notre pays ne peut pas être en mesure de gérer cette situation. Nous ne pouvons pas. Parce que pour gérer cette situation, il faut, excusez-moi, il faut avoir des unités de réanimation fonctionnelles avec des respirateurs. Mais ça, je ne pense pas que le Congo ait tout ça pour gérer la crise. Mais bon, de quoi je me mêle? Peut-être que toutes ces choses-là existent. Mais quand on essaie de voir, même ici, parfois des hôpitaux sont dépassés par les événements. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit notre pays, le Congo, qui soit en mesure de gérer cette crise. C'est pour cela que nous devons favoriser, nous devons privilégier la prévention. C'est très important. Nous devons mais vraiment privilégier la prévention parce que c'est pas la blague, c'est pas de la blague. Vous allez suivre, il y a une vidéo que Ziana TV va projeter, hein, parce qu'on a fait quelque chose là dessus. J'ai fait des propositions pour essayer de lutter, pour essayer de riposter contre cette crise de pandémie mondiale. Voilà. Mais donc, pour répondre à votre question, je me suis éparpillé, pour répondre à votre question, je ne pense pas que le Congo soit prêt aujourd'hui sur le plan médical à gérer cette crise si jamais on atteignait les proportions qu'ont atteint la France, l'Italie et la Chine. Voilà. Et l'Espagne. Voilà, on a Chris Dongui qui est là. Maintenant, on va lui passer la parole. Chris, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Siomakoso. Ravi, vous êtes en train de nous voir, nous sommes sur le terrain.
pour vous montrer, l'exemple. L'exemple, nous ne sommes pas seulement dans la dénonciation, mais nous sommes aussi là pour apporter des solutions aux populations concernant cette pandémie-là. Parce que aujourd'hui, vous allez constater que l'État congolais ne communique pas. Et voilà la raison à laquelle les populations eux-mêmes ne prennent pas ce problème-là au sérieux. Parce que vous allez entrer tout à l'heure, j'ai fait un mini direct pour remontrer réellement ce qui se passe du Congo-Brazzaville. Ces mesures qui sont prises ne sont pas, il n'y a pas d'accompagnement, pas de mesures d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie-là. Et donc, l'État congolais, on voit que pas du tout sérieux. Et donc, comme d'habitude, je pense que le docteur pourra aussi nous aider parce que en tant que patient, en tant que personnel soignant, il faut porter aussi la pierre à l'édifice concernant. Nous avons besoin des hommes de santé pour éclaircir, pour élucider encore de plus belles nos populations sur le problème du coronavirus. Oui. Alors, Chris, moi, j'aurais une question. Est-ce que les hommes de santé sur place sont attentifs à vos sollicitations? Est-ce que vous allez les chercher pour leur dire, docteur, venez avec nous, on a peut-être quelque chose pour sensibiliser? Est-ce qu'ils sont attentifs à vos sollicitations, Chris, les hommes de santé sur place? Bon. J'ai essayé pas mal de rentrer en contact avec certains jeunes qui sortent du Téléma. Il y a juste un qui m'a répondu. Nous devons nous-mêmes nous rencontrer ce soir. On doit se rencontrer ce soir pour essayer un peu de voir comment on peut faire ensemble. Nombreux ont peur d'être sur le terrain avec comme Kondé Donga, avec et le mouvement Ras-le-Bol. Ils ont peur pour un certain temps, même parler, parce que les personnels ont peur de parler. Il y a un cas qui a été signalé au niveau de où il y a eu des médecins qui l'ont chassé. Donc, les médecins chassés sur ça. Et ça a été publié par Brazzaville. C'est une information qui reste encore à revérifier. Parce que les personnels soignants ont peur de parler de cette question au niveau de Brazzaville. Personne n'ose parler. Voilà, on a bien compris. Chris, les gens que vous rencontrez sur place, on voit qu'il y a pas mal de gens qui se lavent les mains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de mettre ce type d'action un peu partout sur les places publiques? Parce que certains se tapent peut-être les mains cette fois-là qu'ils ne l'ont pas fait de toute la journée. Oui, c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est une forme de communication, de proximité. Vraiment, parce qu'il n'y a pas tout le monde, tous les Congolais ne lisent pas ce que nous avons dit qu'on a fait ici. Les gens n'aiment pas lire quand il est tombé le prospectus, pas de quoi il va prendre, mais il faut élucider cette action, leur dire voilà comment vous pouvez procéder dans vos mouvements. Et je suis en train d'aider certains pour leur dire que si vous n'avez pas l'argent pour acheter le gel hydroalcoolique, donc ce gel qui aujourd'hui coûte à hauteur de 20 000 en litre, 20 000 francs, les petits bouteilles de, je sais pas, 64 centilitres qui coûtent 6 000 et quelques. Alors, il est important de prendre l'acte et l'eau de javel pour pouvoir laver les mains, sécuriser les mains. Voilà. Donc, on essaie d'en parler. Donc, alors, on utilise Allah, bas et voilà. Chris, ça fait quand même déjà plus d'une heure que nous sommes en direct avec vous à Brazzaville. On voit donc ces seaux d'eau. Alors, on sait quand même que l'eau n'est pas à portée de main du côté de Brazza. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez demander aux voisins de vous remplir des seaux d'eau? Est-ce que vous avez pris des bus avec ces seaux d'eau? Comment ça se passe, Chris?
on, on était obligé d'emprunter un taxi, de mettre des bidons d'eau. Donc, aujourd'hui, là, vous avez constaté tout à l'heure, même il y a un riverain qui vient de me dire que on nous demande de se laver les mains, mais l'eau ne coule pas Mungali dans nos reprises. Cela montre suffisamment que l'État congolais ne prend pas son engagement. Parce qu'on demande aux populations de se laver les mains. Bien. Mais s'il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, les pompes, les robinets sont des monuments. Déjà là, en face de moi, sur le plateau de 15 ans, ça fait au moins 5 ans qu'il y a des gens qui ont de foot. 5 ans à 6 ans. Je pense que c'est triste. On demande aux populations de faire le mieux, d'avoir un bidon d'eau et réserver ce bidon pour pouvoir se laver les mains à tout moment. Chris, vous êtes où, dans quel coin de Brazzaville, précisément? Vous êtes où exactement? Oui. Vous êtes où exactement à Brazza? Dans quel coin vous êtes situé? Là où se passe cette action, Chris? Voilà, on a perdu Chris en espérant qu'il revienne pour juste situer là où ils sont en ce moment, où se passe cette action. Alors, docteur, on comprend très bien que finalement, même pour mener ces actions, ben, il faut prendre un taxi pour aller chercher l'eau ailleurs et venir là. On voit quand même toute la difficulté. Il est là, Chris. Chris, la question était de savoir où est-ce que vous êtes exactement à Brazza. Vous êtes à quel endroit concrètement? Est-ce que vous m'entendez, Chris? Non, Chris ne m'entend pas visiblement. Alors, juste pour savoir, docteur, c'est vrai que vous nous dites le plus important, ce sont les gestes barrières. Dans TACT, on a bien compris et on voit que par l'action de ras-le-bol, c'est ce qui se fait concrètement. Chris Dongui, qui est sur place, nous dit que les gels hydroalcooliques, ben, ça coûte, je dirais, les yeux de la tête. Est-ce que là, on voit que c'est tôt, il faut aller prendre un taxi, il faut de l'argent pour aller chercher à un endroit, ramener là. Est-ce qu'on arrivera, docteur? Je ne sais pas, je sais que vous n'êtes pas là, mais vous êtes homme de la santé, vous êtes aussi un politique. Est-ce qu'on arrivera quand on voit ça? C'est difficile. Effectivement, lorsqu'on voit ça, on ne peut qu'être pessimiste. Qu'est-ce qui pourrait être qu'on soit, on va se quitter, on va pas se quitter sur cette note pessimiste, docteur. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, malgré ça, c'est la réalité. Hein, là, on n'est pas en train de rêver, on est vraiment dans la réalité. Quand on impose des normes salutaires pour tout le monde, on voit bien que notre réalité ne répond pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut, je ne sais pas. Les mots me manquent maintenant, je ne sais même pas quoi vous dire. Je sais pas. Doriska, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, je ne sais pas. Je prends la parole parce que, merci sur ma question, c'est important ce que vous venez de faire comme observation, c'est qu'on a pris plusieurs mesures et on se rend compte que ces mesures sont quasi impossibles à pouvoir être exécutées sur place, tout simplement. Même les plus banales, c'est ça qui est le comble, même les plus banales, voilà, se laver les mains, on se rend compte qu'au quotidien, c'est difficile pour les Congolais. Et là, on peut pousser en disant que le matin, quand on sort, on revient juste le soir pour se laver les mains. Là, on voit des personnes qui descendent des bus qui apparemment ne se sont pas lavé les mains pendant un moment. Et l'opération du ras-le-bol est en train de montrer en fait l'un des dysfonctionnements majeurs en fait de notre pays, c'est la problématique de l'eau. On a de l'eau partout sauf dans les robinets. Et Chris Dongui l'a bien dit, les robinets sont des monuments actuellement. Et on ne peut pas, cette mesure barrière, c'est l'une des mesures principales pour pouvoir se laver les mains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va laisser la porte ouverte à tout le monde, de se dire que ceux qui ont des puits d'eau à proximité, de les mettre à disposition, que l'État puisse mettre des châteaux d'eau à disposition des marchés, des arrêts de bus, mais il faut vraiment que l'État prenne en compte cette mesure qu'ils ont appliquée, qui est simplement pas réalisable en l'État.
Voilà, messieurs, dames, on va bientôt… S'il vous plaît. Allez-y, oui, Oliver. Oui, mais merci vraiment. Je salue d'abord l'action que mène le mouvement Ras-le-Bol. C'est très symbolique, mais c'est très significatif. Donc, malheureusement, c'est cela. Et si on peut lancer un cri d'alarme ici, là, de solliciter les gens, ceux de l'extérieur, la diaspora, pour venir au secours à cette organisation, vous allez voir que ça va vraiment être la honte. Dommage. Bref, je vais rebondir sur, en fait, même angle que vous avez abordé pour dire que ne serait-ce que les gestes symboliques pour avoir de l'eau, c'est tout un problème. Mais alors, j'aimerais poser une question au docteur. Peut-être que je n'ai pas les termes techniques qu'il faut employer. On prend des mesures. Je prends le cas ici en Europe et d'autres pays. Le mode de confinement, pas les mesures barrières, mais le confinement là. Il y a d'autres qui exécutent ça, soit à 100%, soit ils essaient un peu d'être souples. Donc, vous pouvez faire des mouvements. Le cas de la France, pour sortir, il faut des convocations, ou c'est pas des procurations. Dérogation. Mais, voilà, des dérogations. Merci le mot. Et je ne sais pas, je me pose la question. Quel est le type qui peut être adapté par rapport à nos circonstances au pays là-bas? Puisqu'on sait que même pour l'eau, c'est un problème. Parce que… En termes de conseils, quel est le conseil que vous pouvez donner aux parents là-bas par rapport à tout ce qu'on voit là? Des solutions faites. Vrai? Faut qu'il y ait Bien, une mais solution. écoutez, nous avons fait une émission, vous aurez certainement la vidéo. Moi, j'ai dit d'entrée de jeu, voilà, vous aurez la vidéo ce soir. D'entrée de jeu, j'ai dit, nous ne pouvons pas appliquer les mesures que les pays d'ici appliquent. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit aussi que ce n'est pas que ces mesures-là que les pays d'ici appliquent sont mauvaises, mais ces mesures ne sont pas réalistes chez nous. On ne pense pas de la même façon dans un palais et dans une chaumière. Malheureusement, les autorités prennent ces mesures. Donc, moi, je pense que le Congo devrait avoir un modèle à lui. Un modèle qui tienne compte de nos réalités. Donc, par rapport à nos réalités, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces réalités-là? Donc, il faudrait que des technocrates se réunissent pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le directeur de la, je ne sais pas moi, la société qui se charge de distribuer l'eau ou de la société qui se charge de l'électricité, tout le monde, c'est-à-dire on doit se retrouver pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est en fonction de tous les éléments disponibles que nous allons bâtir un modèle compatible avec nos réalités. Mais si on fait le copier-coller, ça ne marchera pas. Voilà un peu ce que j'ai dit et que je continue à dire. Voilà. On va juste prendre Chris. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Tout à fait, docteur. On va prendre Chris qui veut prendre la parole. Chris, vous avez la parole. Bon, ce que je n'aurais encore apporté, je l'ai dit dès le départ, notamment nous avons eu une émission ensemble. Et donc, je l'ai dit, dans un pays sérieux, il y a des gens qui ont fait l'étude stratégique. Et ceux qui ont fait l'étude stratégique, c'est pour répondre à ce genre de crise. Donc, normalement, dans des pays sérieux, il y a des comités de crise qui sont pérennes. C'est des stratèges qui réfléchissent comment pouvoir penser une crise quelconque. Mais chez nous, au Congo, ça n'existe nulle part. Voilà pourquoi nous sommes confrontés à ce problème-là. Normalement, il y aurait des médecins dans ce secteur, des ministères, ceux du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, l'économie, le commerce, tout ça. Aujourd'hui, il y a la flambée des prix. Ils ont bloqué les frontières, mais il y a des choses qui ont augmenté de plus belle. Donc, je pense qu'il fallait tout d'abord mettre en place un comité
devez réfléchir comment pouvoir lutter contre cette pandémie-là. Mais au Congo, ça n'a pas été fait. Voilà. Chris, je posais la question tout à l'heure. Chris, je posais la question tout à l'heure. Où est-ce que vous êtes à Brazza, là? Vous êtes où exactement? Dans quel endroit? Bon, c'est un peu surprenant que chaque fois que je pose la question de l'endroit, le réseau ne fonctionne plus. Enfin, c'est pas. Il y a une question de Rodrigue qui est là. Rodrigue. Ouais. Allez-y, Rodrigue. Pardon. C'est un complément et puis une question au docteur. OK. Oui. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une période où chacun doit se sauver lui-même. C'est-à-dire, le problème qu'est là, il faut que, et par rapport à ce genre de campagne, si le gouvernement pouvait faire autant que chaque Congolais prenne ses responsabilités en respectant les mesures de barrière, parce que si on tenait compte de l'État congolais ou soit du gouvernement congolais, j'espère nous sommes dans une situation, ils sont dans une situation pour le moment, ils ne peuvent pas porter la situation, d'où les conséquences en fait qui s'en suivent. Alors je pense que chaque Congolais, il ne doit plus attendre que l'aide lui vienne du gouvernement. Les mesures, laver les mains, garder les distanciations, je pense que c'est parmi les réponses qu'on peut porter. Et puis ma dernière question, c'est ce fameux produit qui a fait un peu le boucan, chloroquine. Bon, actuellement, le chloroquine, c'est parmi la solution que le professeur Didier Raoul avait proposé, mais il y a un conseil de professeurs qui ont refusé cela. Et donc, j'ai suivi le collaborateur de Didier Raoul dans une chaîne télévision de la place qui disait que le produit pour un moment, on peut le prescrire pourvu qu'il n'y a pas une autre solution. Mais il y a d'autres médecins qui refusent. Et en plus de ça, moi, ma question est la suivante. Puisqu'ils disent qu'il y a des conséquences, et voilà. Mais dès lors que ce produit de chloroquine, en fait, ils vendaient, ils envoyaient, ils prescrivaient ça aux malades, aux Africains. À ce moment-là, je vais poser la question au docteur. Qu'est-ce qu'ils connaît de ce produit? Est-ce qu'ils nous ont vendu ou soit on nous prescrivait un produit, il fallait juste les prescrire chez les Africains, ils ne tenaient pas compte qu'il y avait des effets secondaires. Voilà, c'est ça la question. Alors, avant que le docteur ne réponde, docteur, s'il vous plaît, j'aimerais juste, je pense qu'on est en plein dans le sujet que nous avons traité avec vous. Peut-être pas s'élargir sur tout, mais donner au moins dans le cas du protocole que vous proposez, la place que vous donnez en fait à la chloroquine et puis à l'antibiotique qui l'accompagne dans le cadre de la prise en charge de la riposte au Covid-19. Voilà, bon. Votre question est très importante et moi aussi j'ai réfléchi par rapport à ça. Vous avez compris qu'il se passe ici en France une polémique parce que le professeur Didier Raoul fait partie des sommités mondiales de l'infectiologie. Ce qu'il a proposé, ça ne relève pas d'une vue de l'esprit. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Mais en dessous de tout ça, il se passe des choses qu'on ne peut pas développer sur ce plateau. Il se passe des choses bizarres où il y a des intérêts des uns et des autres qui sont en jeu. Nous, le Congo, dans notre situation, nous connaissons la sulfate de chloroquine, la chloroquine. Ce médicament, c'est sulfate de chloroquine, hein, le plaquenil, mais c'est à base de chloroquine. Nous connaissons ce médicament, nous l'avons tous pris. Qui n'a pas pris la chloroquine? Qui est congolais n'a jamais pris la chloroquine ou africain? C'est quelque chose qui existe, qui se prescrit en prophylaxie et tenez-vous bien. La question que vous posez, donc, on nous prescrivait quelque chose qui avait plein d'effets secondaires. Non, on le prescrivait même aux Français. Des Français qui sont allés faire des services militaires en Afrique étaient sous plaquenil pour la prophylaxie. La prophylaxie, c'est quoi? C'est la prévention. On ne prescrit pas pour prévenir quelque chose un médicament dangereux. Vous ne pouvez pas prescrire un médicament dangereux pour éviter une maladie alors que ce médicament-là peut causer une maladie.
Donc aujourd'hui, on peut se poser des questions, mais comment se fait-il que ce pays qui prescrivait un médicament, du jour au lendemain, dise que le médicament devient dangereux? Alors, on ne rentre pas dans ces débats-là. Moi, j'ai fait une proposition en tenant compte de nos réalités, parce que vous voyez bien, même pour se laver les mains, c'est des problèmes. Donc, on ne peut pas fermer les yeux et se dire, on fait comme les Occidentaux, on attend les résultats des études qu'on est en train de faire, on attend ceci, on attend cela, parce que les autres attendent, mais entre-temps, ils observent leurs mesures barrières, ils observent leur confinement, et puis les populations sont prises en charge par l'État pour compenser la perte des revenus. Nous, on n'a pas tout ça. Et donc, j'ai proposé, dans un plan de riposte contre le coronavirus, que vous verrez ce soir, un protocole thérapeutique, c'est-à-dire un traitement qui sera composé de l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil. C'est des comprimés qui sont dosés à 200 mg. Donc, chaque personne prendra 200 mg le matin, 200 le soir, 200 à midi. Ça fait 600 mg par jour pendant 6 jours. Ce médicament a souvent comme effet secondaire des allergies. Donc, on va donner à ces personnes qui prendront ce traitement un antihistaminique. Donc, quelque chose pour lutter contre l'allergie. Ça peut être l'aérus, ça peut être cétirizine, tout ça. Bref, on prendra un antihistaminique de notre choix. Et troisième médicament, ça sera l'azithromycine. L'azithromycine, c'est un antibiotique qui a aussi des propriétés antivirales. Eh bien, là, on va commencer le traitement par 500 mg le premier jour, et les jours qui vont suivre, ça sera 4 ou 5 jours. Au total, ça sera 250 mg par jour. Ce traitement, j'ai proposé qu'il soit donné à toutes les personnes qui rentrent dans notre territoire. Parce que vous voyez bien que si nous, à l'intérieur, on ne peut pas bien se protéger contre la maladie, mais nous devons éviter que les gens viennent de l'extérieur avec la maladie. Donc, toutes les personnes qui vont venir, eh bien, on les prend, on les amène dans des zones qui seront aménagées où ces personnes-là vont observer leur quatorzaine. Et pendant cette observance de la quatorzaine ou quarantaine, appelez ça comme vous voulez, mais c'est 14 jours, pendant cette observance, ces personnes auront ce traitement, ce protocole thérapeutique. On va traiter aussi des personnes qui seront malades. Et là, effectivement, dans ce protocole thérapeutique, on tiendra compte du fait que ces signes de la maladie qui ressemblent beaucoup au paludisme, à la grippe saisonnière, et je ne suis pas sûr que l'État sera en mesure de supporter tous les tests. Je dois vous dire ici là que le prix d'un test est supérieur au prix du traitement de ce protocole thérapeutique. Donc, des personnes chez qui il y aura un doute de maladie, on va les traiter. De toutes les façons, donner de la chloroquine à quelqu'un, même s'il n'a pas le coronavirus, on ne va pas le tuer. Ah ouais. Troisièmement, on va traiter aussi les personnes qui seront en contact avec le malade. C'est-à-dire, quand on sait que quelqu'un a été diagnostiqué positif, eh bien, on essaie de retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec ce malade et on traite ces personnes. À côté de ces personnes-là, de ces populations, de ces 3 populations, on va aussi traiter les chauffeurs de bus, bref, les sujets à risque. Les sujets à risque, c'est qui? On a des personnes de 3e âge. Vous avez vu ici, là, des personnes de 3e âge ou des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont ceci. Eh bien, ils chopent facilement ce coronavirus et quand ils le chopent, généralement, ils en meurent. Vous avez vu, par exemple, Orlus Mabélé, tout ça, pour ne citer que celui-là. Donc, les personnes de 3e âge seront traitées. Les taximens seront traités. Les chauffeurs de bus et les contrôleurs seront traités. Des personnes qui vendent dans des marchés, des personnes, bref, toutes les personnes à risque, c'est-à-dire des personnes qui sont au contact avec des gens, et on peut se poser la question, est-ce que parmi toutes ces personnes-là dont j'ai été en contact, il n'y a pas de gens infectés?
Voilà un peu un protocole de riposte que j'ai proposé parce que je me suis dit, il faut proposer quelque chose à l'État. Je me suis mouillé. Je me suis mouillé pour le dire, pour le faire parce que je ne veux pas que ce qui se passe ici en France, ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe en Espagne, il ne faudrait pas que ça arrive chez nous. Si ça arrive chez nous, c'est l'hécatombe. Ça sera la médecine de catastrophe, la médecine de guerre. C'est quoi la médecine de guerre? C'est quoi la médecine de catastrophe? C'est la médecine où vous êtes obligé, quand on vous amène par exemple 10 malades, vous n'avez qu'un seul respirateur, vous devez choisir un seul malade et puis laisser 9 mourir. Il ne faudrait pas que ça arrive chez nous. Voilà pourquoi j'ai fait ces propositions-là, de manière responsable. Voilà donc, je crois avoir répondu à votre question sur l'hydroxychloroquine, tout ça, par rapport aux travaux du docteur Didier Raoult. Merci, docteur, tout à fait. Voilà, c'est donc sur cette proposition qu'on va se quitter, puisque je pense que du côté de Brazzaville, c'est soit les batteries ou encore les mégas qui doivent poser problème. C'était déjà intéressant. C'est une première, hein, je dis vraiment, c'est une première d'avoir comme ça un programme en direct avec des acteurs locaux, de bien comprendre, voilà. Souvent, on nous accuse, nous qui sommes à l'étranger, de ne pas être dans la réalité du pays, mais les outils numériques nous permettent aujourd'hui d'être en phase directement avec des gens là où ils sont et en train de faire ça. Je vais donc laisser à Doriska le soin de conclure et puis nous aurons d'autres occasions pour nous retrouver. Un grand merci à vous tous qui avez été là pour venir échanger sur ce plateau. Merci au mouvement Ras-le-Bol qui fait un travail qui est énorme. Je pense que c'est un travail à féliciter, à encourager et surtout demander à ceux qui peuvent leur apporter de l'aide de renforcer les équipes et de leur donner les moyens de pouvoir poursuivre la sensibilisation. Merci au docteur Nzamba qui est là. Merci de prendre du temps de venir échanger avec nous sur le plateau des NTV. Merci à tout le monde, à vous tous qui prenez ce temps. Certains, vous êtes confinés, on le voit. D'autres, non, comme Oliver qui est en Norvège. De prendre ce temps de venir donner vos impressions, donner vos sensations. Et merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux sur ZNSTV à suivre cette actualité. Merci à vous tous. Merci à Sir Makosso. Restez connectés. Nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir. Merci.